Alors, nous avons d'autres voyages qui a beaucoup de succès par ailleurs à Vienne. Donc, ce sont que nous avons intitulé les marchés de Noël à Vienne. Il faut savoir qu'à Vienne, les marchés de Noël sont une tradition telle que on commence les marchés le 15 novembre et que ça s'achève même au-delà de la nouvelle année. Et que c'est un temps très particulier dans la vie viennoise parce que, bon, c'est évidemment, ça plaît beaucoup aux touristes, mais les Viennois aiment s'y aventurer aussi et nombreux sont ceux qui ont un abonnement et qui y vont après le boulot avec l'un ou l'autre collègue ou en famille euh, pour, pour se balader. Donc, on a prévu de visiter trois marchés qui sont des marchés. Évidemment, il y a beaucoup de marchés. Il y en a qui sont avec des produits type plus, qui font vraiment plus attention aux commerçants et aux exposants qui viennent et qui présentent un artisanat plus typique. Il y en a évidemment d'autres qui sont plus commerciaux et où vous avez beaucoup de broles qui viennent de Chine. Ici, nous avons quand même, l'agence locale, mon partenaire, nous a quand même recommandé des marchés qui avaient du relief et qui permettent d'acheter des choses, des produits typiquement autrichiens. Donc ça, c'est le marché de l'hôtel de ville, d'ailleurs qui vous rappellera d'un hôtel de ville qui ne sera pas sans vous rappeler un peu celui de Bruxelles par ailleurs, dont il s'est inspiré. Mais Vienne, donc Vienne, c'est la Noël, ben c'est toute une atmosphère. Ben, l'atmosphère, voilà, elle est en ville. Là, vous avez une photo du Graben sous la neige. Je ne peux pas vous garantir que vous aurez de la neige avec le réchauffement climatique. Dieu sait si on en verra encore beaucoup. Euh, voilà, donc toutes les villes sont pavoisées. Vienne, ce sont aussi de célèbres cafés. Et c'est vrai que par ces temps d'hiver, de pluie, de givre, de neige, c'est vrai que c'est très agréable d'aller se réconforter autour d'une tasse de café et d'un bon morceau de pain dans un de ces chaleureux cafés viennois. Mais Vienne, c'est d'abord et surtout de l'architecture. Évidemment, dès qu'on arrive de l'aéroport, ben, qu'est-ce qui vous saisit? C'est l'architecture impériale, c'est l'architecture du Ring, donc la fameuse Ringstraße, donc, qui est en fait l'équivalent de la petite ceinture à Bruxelles, hein, avec des monuments fabuleux. Donc vous avez le palais des Habsbourg, la Hofburg, à droite vous avez l'église Saint-Charles-Borromée. Ici, vous reconnaîtrez à gauche l'opéra et à droite la célébrissime salle de concert, n'est-ce pas, le Concertverein, où a lieu chaque année, le 1er janvier, le célèbre concert qu'on ne présente plus. Vienne, ce sont des palais que nous allons visiter. Donc, à gauche, le palais du Belvédère, le palais du prince Eugène de Savoie, qui est une merveille de l'architecture baroque. Et pour la petite, donc, il faut savoir que l'hôtel où nous logerons se trouve en face du Belvédère, en face du parc du Belvédère. Ça veut dire qu'on est vraiment sur le ring en quelques minutes à pied. Et à droite, donc nous visiterons le Belvédère. Je vais y revenir dans un instant parce que le Belvédère, plus qu'une architecture, qu'une enveloppe extraordinaire, c'est aussi et surtout une collection dédiée à la sécession viennoise qui est formidable. Et nous irons à Schönbrunn à droite. Là, on aura un petit moment au marché de Noël d'ailleurs, pour visiter donc le palais qui a surtout été construit par Marie-Antoinette. C'est un palais qui, hélas, a beaucoup souffert durant la guerre. Il y a eu des bombardements américains à Vienne. Bon, maintenant, la restauration est à peu près achevée et donc la visite des appartements est tout à fait intéressante. Et pour la petite histoire, nous aurons un déjeuner d'ailleurs à l'intérieur du palais. Donc, dans la Loire à Chambord, nous déjeunerons au palais de Chambord. À Vienne, nous déjeunerons au palais de Schönbrunn. Alors, je vous parlais du Belvédère. Eh bien, voilà, le Belvédère a une magnifique collection d'œuvres de la sécession viennoise. Et évidemment, à tout seigneur, tout honneur, le maître, c'est Gustav Klimt. Et ils ont une version du fameux baiser. Là, vous savez que nous en avons une à Bruxelles. Vous savez où elle est. Elle est malheureusement inaccessible car en main privée, donc ça orne la salle à manger du Palais Stockley, avenue de Tervuren. Donc vous voyez, avenue de Tervuren, au niveau du square des aviateurs, vous avez ce palais qui est le chef-d'œuvre absolu, n'est-ce pas, de l'architecture sécession. Les Autrichiens nous l'envient et sont fort jaloux. Mais donc, Stockley, qui était un homme d'affaires avisé, avait commandé en 1910 son palais, enfin sa résidence bruxelloise, au maître de la sécession viennoise, donc à Joseph Hoffmann.
Et ça a eu une grande influence sur l'architecture belge d'ailleurs, parce qu'il faut savoir que vous avez déjà remarqué, que vous vous promeniez à Bruxelles ou même dans n'importe quelle ville de province, Bruxelles est très riche en architecture art déco. Eh bien, les étudiants des beaux-arts à l'époque ont été confrontés à cette architecture qui est encore art nouveau, qui est encore Jugendstil, mais qui est déjà cubiste. Et ça a fortement influencé toute l'architecture belge de l'entre-deux-guerres. Et ça a influencé aussi l'architecture française, parce que Stoclet avait un neveu, le fameux architecte français René Mallet-Stevens, était le neveu de Stoclet. Stoclet avait épousé une Stevens, de la famille des peintres Stevens, Alfred Stevens, donc du 19e siècle, des Belges qui ont fait une magnifique carrière en France. Stevens, Alfred Stevens, c'était le beau-frère de Manet, donc pour dire à quel niveau il s'était hissé dans la jet set française de l'époque. Et donc, un de leurs neveux était en fait le neveu de Stoclet. Et Robert Mallet-Stevens a été élevé a logé plusieurs années dans le palais d'Hoffmann, ce qui explique sa carrière d'architecte entre le constructivisme et l'art déco. Si certains d'entre vous ont visité la villa Cavrois, qui se trouve près de Roubaix, c'est une œuvre majeure de Robert Mallet-Stevens qui est inspirée du palais Stoclet. Enfin bon, voilà, je m'égare de Vienne, je vous ai promené à Bruxelles, à Lille, mais tout ça pour nous ramener, donc, si vous ne pouvez malheureusement, comme le palais Stoclet est hélas toujours inaccessible, on peut toujours se consoler en admirant une très belle version à Vienne. Alors, bon, Vienne regorge de musées. Nous irons à l'Albertina. L'Albertina est célébrissime pour sa collection de dessins anciens. Ici, nous avons le célèbre lapin d'Albrecht Dürer. Nous irons au musée des Beaux-Arts. Alors, évidemment, ce qui nous retient en tant que Belges, c'est évidemment la salle des Bruegel. Alors, la salle des Bruegel, ce qui est d'extraordinaire, c'est on est toujours, enfin moi je suis toujours saisi, si je puis dire, quand j'entre là, c'est par la taille des tableaux. Parce que la taille des tableaux que nous avons à Bruxelles, on voit des Bruegel qui font la moitié de la table ici. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ces Bruegel étaient déjà dans des collections princières. Bruegel, dès le 16e siècle, était déjà un peintre renommé, c'est déjà un peintre très coté, qui est prisé des grandes se montent. Et donc, pas mal d'œuvres sont acquises par les collections princières. Et donc, elles restent. Et quand les Autrichiens nous quittent au XVIIIe siècle, eh bien, ils partent avec les Bruegel, n'est-ce pas? Les plus belles pièces de nos collections ont été déflorées, de l'époque, ont été déflorées par les Autrichiens. Et donc, les Autrichiens emportent les Bruegel, les Autrichiens emportent aussi les plus belles armures. Ce qui reste à la porte de Halle, c'est pas terrible comparé aux pièces qu'ils ont emportées. Au cinquantenaire, nous avons le manteau de Montezuma, qui est très beau, c'est une pièce historique que d'ailleurs je trouve que la Belgique devrait rendre au Mexique, mais la coiffe de Montezuma en plume de Quetzal est conservée à Vienne. Enfin voilà, on a pu se consoler après, durant la période française, puisque Bonaparte nous a amené de magnifiques collections qui ont permis de regarnir nos musées en spoliant le patrimoine italien. Donc, Vienne. Alors, nous aurons une journée à la découverte des Habsbourg. Alors, le matin, nous aurons un spectacle à l'école d'équitation espagnole, donc dans le fameux manège. Et l'après-midi, nous nous consacrerons donc aux appartements royaux de Hofburg, donc plus particulièrement à celui qui est dédié à Sissi, qui est celui qui est le mieux présenté et voilà, c'est celui qui est, qui est aussi le mieux mis en valeur et le plus intéressant. Mais bon, Sissi est une figure absolument légendaire de l'histoire autrichienne. Euh, alors Vienne, évidemment, j'en ai parlé avec le Belvédère, c'est la sécession. Qui est en fait cette version autrichienne de l'Art Nouveau. Autant à Bruxelles, on a une version très baroque, dirais-je, avec Horta, très inspirée maintenant, nous dit-on, par le Congo, n'est-ce pas, et par la végétation du Congo qui arrivait chez nous.
À Vienne, on est dans un univers qui est plus rigide, encore que quand on voit à droite la station de métro Karlsplatz, il y a quand même aussi, on voit quand même un usage de la courbe qui est important. À gauche, c'est le fameux bâtiment de la sécession. On rentrera dans le bâtiment. Bon, malheureusement, ce bâtiment a souffert aussi durant la guerre 40-45. Il était bombardé également en 45, il a brûlé. Mais il y a quand même toujours une fresque au sous-sol de Klimt qui est, voilà, qu'on a restauré tant bien que mal et qui vaut toujours le détour. Alors, en retournant, on s'arrêtera dans un quartier tout à fait étonnant, qui est le quartier Hundertwasser. Alors, Hundertwasser, c'est le nom de cet architecte qui a construit cet ensemble tout à fait étonnant et déroutant. C'est un architecte bio avant l'heure, dirais-je. Enfin, ça a été construit il y a une trentaine d'années. C'était un homme qui détestait la ligne droite, donc à l'inverse de Joseph Hoffman. Lui, c'était tout l'inverse, il détestait, c'est un homme qui était un adepte convaincu de l'architecture biologique, au sens de la biologie, n'est-ce pas, au sens premier du terme, au terme au sens de la cellule et de sa multiplication et de son évolution. Et donc, c'est complètement baroque, c'est très chamarré, je trouve ça assez délirant. Mais bon, il y a un tas de gens qui habitent là-dedans. Et alors, c'est pionnier aussi parce qu'en fait, ce sont des habitats intergénérationnels. Donc, autant vous dire qu'à la fin des années 80, c'était quelque chose de tout à fait novateur dans l'esprit de Vienne. Et pourtant, Dieu sait si à Vienne, les cités sont quelque chose d'important, les cités de travailleurs, peux-je dire. Voilà, et puis de là, donc, n'est-ce pas, notre voyage s'achèvera sur, ben voilà, sur ce monument assez extraordinaire.